Salut à toutes et à tous, bienvenue pour le numéro 3 de À bâton rompu. Bon, c'est l'hiver, les temps sont un peu rudes et puis voilà, on a décidé de se rentrer, de se mettre à l'intérieur. De quoi est-ce qu'on parle pour ce troisième numéro, François ? Qu'est-ce qu'on va dire? On va parler un petit peu des gilets jaunes parce que c'est une actualité brûlante et beaucoup de choses se passent. On va parler de la partielle d'Evry parce qu'il y a quand même pas mal d'enseignements politiques à en tirer et puis ce sera déjà pas mal, non? Ouais, et c'est parti, générique. Bon, alors, cette histoire de gilets jaunes, il s'est passé pas mal de choses déjà ce samedi 24 novembre. Le président Macron a essayé de réagir pour couper l'herbe sous le pied de tout le monde en annonçant le plan pluriannuel sur l'énergie ce mardi. Mais malgré tout, il semble bien que la colère jaune, mais qui est une colère froide, pas simplement une colère noire, qui est une colère froide, il semble que cette colère s'installe et surtout est en train de muter, qu'elle est en train de se politiser finalement dans la vie du mouvement lui-même. Ouais, tout à fait. Bon, on était sur les Champs-Élysées avec quelques camarades. Bon, modestement, parce que évidemment c'est un objet à la fois récent, nouveau, on ne sait pas ce qui va se produire dans les semaines qui viennent, mais qu'est-ce qu'on peut essayer de dire aujourd'hui de ce qu'est ce mouvement ? D'abord, c'est un mouvement de dimension nationale. Moi, ça me paraît très important de le rappeler, parce que d'autres, comme les bonnets rouges par exemple, qui je crois n'ont strictement rien à voir, ne l'étaient pas, mais parce que sa dimension nationale nous montre aussi qu'il a une grande caractéristique sociale, il a une identité sociale très forte. C'est la France des campagnes, mais c'est aussi la France des quartiers, et c'est aussi la France des Outre-mer qui se mobilise. Et de ce fait, je crois alors qu'il y a des discours, on entend parler de France périphérique, il y a cette dimension, mais cette France périphérique, c'est celle vers laquelle sont reléguées les classes populaires, les catégories moyennes, qui n'ont plus les moyens, il faut le rappeler, en raison de l'élévation des prix de l'immobilier notamment, du coût de la vie, de se loger dans les centres. Donc cette identité sociale du mouvement, je crois que c'est la principale grille de lecture qu'il faut avoir à l'esprit pour peut-être essayer de comprendre ce qu'il est. C'est d'autant plus important à rappeler que le traitement médiatique qui a été fait notamment de la journée du 24 novembre, a essayé de réduire cette journée à ce qui s'est passé à Paris et sur les Champs-Élysées, et notamment à des moments très particuliers qui étaient la matinée ou le soir, pas au moment où le gros du mouvement s'est déversé sur les Champs-Élysées, où on a pu voir des gens être là en famille, et où finalement c'était le peuple rassemblé qui se retrouvait. Donc il y a eu un caractère réducteur et finalement qui n'a jamais été rien d'autre qu'une forme d'instrumentalisation de ce qu'a été le mouvement. On l'a vu sur le champ politique, où le pouvoir, Castaner en tête, et puis Macron dans sa foulée, ont essayé de réduire le mouvement des Gilets jaunes dans un premier temps à l'extrême droite. C'est ça, donc on peut aussi dire ce qu'il n'est pas. De ce qu'on a vu, la présence de l'extrême droite était imperceptible, en tout cas à Paris. Par exemple, il n'y avait, et j'en ai vu aucun d'ailleurs dans tout le pays, y compris rapporté par les médias, aucun panneau qui dénonçait les immigrés, aucune figure de l'extrême droite. J'ai lu dans la presse que Marion Maréchal Le Pen avait dû se cacher, par exemple. C'est un signe en vérité de son caractère minoritaire dans ce type de moment. Tous les visages de la France étaient là, étaient présents sur les Champs-Élysées. Et puis on a vu, là encore, des journalistes qui rapportent que chez les interpellés, eh bien, il n'y a aucun membre de cette ultra-droite que pourtant toute la journée de dimanche on nous a présenté comme infiltrant ce mouvement. Donc ça n'est pas un mouvement d'extrême droite, on peut l'affirmer de façon catégorique. Par contre, tu t'évoquais il y a un instant ce qu'on a vu se matérialiser sur les pancartes, sur les affichages, aussi des gens qui écrivent sur leur gilet jaune. Et il me semble qu'en une semaine, entre la mobilisation du samedi 17 novembre et celle du 24 novembre, le mouvement s'est largement politisé. Il n'est pas apolitique. Peut-être que beaucoup de gens ne sont pas dans des organisations, c'est même une certitude là-dedans. Mais c'est de plus en plus profondément un mouvement politique et les gens expriment des revendications de plus en plus complexes. Ça ne se réduit pas au Macron démission. Bien sûr qu'en termes de slogan aujourd'hui, il n'y a pour l'instant quasiment que ça. Pourtant, dans les messages qui sont véhiculés, je le disais, sur les pancartes, sur les gilets, par différents moyens d'expression, ce qu'on voit, c'est une volonté d'aller poursuivre et chasser les lobbies qui s'expriment. C'est aussi la figure de Macron en tant que roi qui apparaît. Ce symbole de la royauté est extrêmement fort. Et ce qu'il est important de noter, c'est que les gens y opposent les cartes électorales qu'ils affichent ostensiblement. Autrement dit, la question du consentement est posée et la question de la légitimité derrière trouve forcément une interrogation. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce que le mouvement est en train de devenir. Je suis d'accord avec toi. On a vu beaucoup plus de panneaux, de pancartes, de messages cette semaine que la semaine passée. Et je crois qu'en effet, ce qu'il porte en premier, c'est ce que tu dis, c'est une revendication démocratique. C'est un mouvement qui est puissamment démocratique
et c'est celui d'un peuple qui ne se sent plus représenté. Ça me semble être peut-être le message le plus fort. Moi, le deuxième que j'ai observé, je pourrais le résumer à travers cette expression qui est peut-être un peu plus traditionnelle pour nous, mais c'est la répartition des richesses. De façon très claire, c'est d'un côté les riches, et puis de l'autre, le peuple qui travaille souvent, mais qui n'arrive plus à boucler ses fins de mois, c'est les exploités, quoi. Voilà, ceux qui enrichissent les poches de certains. Bon, à droite, on ridiculise ce type de revendication en disant c'est de la jacquerie, c'est une contestation, des taxes, comme si vraiment le rejet des taxes était le seul mot d'ordre. Bon, il existe parfois, mais il n'est pas majoritaire ce slogan. Mais juste, peut-être, mettons-nous dans le moment dans lequel nous sommes. Moi, je pense qu'on est entré dans un moment où la question de la légitimité à l'impôt se pose. C'est typique d'une situation, à mon avis, de crise grave. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, payer l'impôt dans le sens commun, c'est rembourser la dette. D'ailleurs, de façon permanente, on nous dit il faut rembourser la dette, et dans le même temps, c'est ne plus disposer des services publics qu'en principe, l'impôt doit financer. Et ce sont ceux qui manifestaient ce week-end qui sont les premiers, évidemment, parce qu'ils font partie des catégories populaires à subir les conséquences de ce déclin. C'est comme ça, la boucle est bouclée. Tu t'exprimais au début finalement ce qu'est ce mouvement, et on a vu que dans le mouvement lui-même, il y a plusieurs mouvements. Il y a celui qu'on a vu beaucoup en province, qui exprime cette volonté, cette requête, ce manque de services publics, d'avoir envie de pouvoir bien vivre chez soi et de participer d'une vie commune. Et puis à d'autres endroits, c'est beaucoup la question de la taxe qui a été posée. Sauf que ce qui peut faire le lien, la jonction entre les deux, c'est justement de revenir sur les fondamentaux républicains. Qu'est l'impôt à partir du moment où il est républicain, et donc à partir du moment où on lui assigne une tâche redistributive, ce qu'il est en train de perdre de plus en plus aujourd'hui. Pourtant, il y a des propositions très simples dans l'avenir en commun. Tu te rappelles qu'il y a quand même 14 tranches qui étaient proposées en termes d'imposition et qui permet donc de faire payer d'une certaine façon chacun en proportion de ce qu'il gagne. Et dès lors qu'on redonne cette question du consentement à l'impôt, on la remet en place. Dès lors qu'on remet en place cette question du consentement à l'impôt aussi en allant faire une chasse, mais sans répit et sans limite, aux fraudeurs fiscaux et aux évadés fiscaux et à toutes celles et tous ceux qui, en dehors de notre territoire ou sur notre territoire, essaient de trouver tous les moyens de passe-passe pour éviter, eux, d'avoir à payer leur part, et bien dès lors que l'on arriverait à recréer ces conditions-là, on pourrait recréer un sens commun républicain. Voilà la sortie par le haut qu'il faudrait trouver. Voilà ce que n'a pas compris Emmanuel Macron sur cette question-là. Ouais, voilà, rend l'ISF d'abord, au fond, c'est sans doute le seul moyen aujourd'hui pour Macron, c'est pas ce que je lui souhaite, mais de retrouver la légitimité qu'il a perdue. Et ce qu'on a vu ce week-end, c'est une bataille de légitimité, c'est extrêmement clair. Celle de Macron est rejetée, mais sa légitimité, dans les conditions même de son élection, était déjà interrogée. Deuxième tour face à l'extrême droite, premier tour où il ne rassemble que 17% des inscrits dans ce pays, on l'a tout de suite qualifié de minoritaire. Mais cet État minoritaire, il fait aujourd'hui face à des revendications, on l'a dit, sociales, démocratiques, écologiques aussi parce qu'elles existaient, qui fédèrent de façon très puissante un peuple. Un peuple qui, du coup, apparaît comme majoritaire face à un pouvoir qui, lui, ne l'est plus. Et c'est sans doute pour ça que Macron, avec son ami Castaner, a organisé ce week-end une tentative de délégitimisation du mouvement Les Gilets jaunes. Vous avez vu les soi-disant épisodes de casse et de violence sur les Champs-Élysées qui ont été abondamment repris par les médias. Moi, François, toi aussi je crois, on a fait des médias ce soir-là et c'était de façon permanente des images au fond de bois qui brûlait, mais présentées comme un climat de guérilla urbaine, d'émeutes, ce que ça n'était pas. Quand on était, tu l'as dit, des retraités, des familles, quand on était sur place, voilà ce qu'on voyait, une foule très pacifique, qui souvent d'ailleurs disait souvent CRS avec nous, qui se dirigeait vers ces CRS avec les bras levés. Mais en retour, des grenades de désencerclement, qui sont des objets extrêmement dangereux. D'ailleurs, un manifestant a eu la main arrachée. Des tirs de flashball à la tête. Moi, j'ai vu des blessés. Des tirs de grenades lacrymogènes en tir tendu, avec donc une volonté que ça dégénère. Ça n'a pas dégénéré. Les Champs-Élysées, vous le savez, c'est une avenue pleine de magasins de luxe. On était parfois effarés. Aucune protection n'était prévue pour ces magasins, ni policière ni matérielle. Aucun d'entre eux n'a été touché. Alors que, tiens, drôle de hasard, nous qui avons l'habitude de manifester, était à disposition quantité de matériel, de palissades, de barrières, partout pour justement, sans doute, permettre que les uns et les autres s'emparent du terrain. Bon, la dernière question, moi, quand même, que je voudrais évoquer sur cette question-là, tu l'as évoquée tout à l'heure, mais elle me semble centrale parce que elle doit nous faire réfléchir sur l'ensemble de la tâche politique que nous avons. C'est qu'on voit la préoccupation sociale qui est extrêmement forte. Mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'enjeu démocratique
qui surplombe tout ça, et qui met les gens en mouvement et qui les invite à se saisir de la question sociale. S'ils ne se saisissent pas d'abord de la question démocratique, finalement la question sociale en restera à l'état des mobilisations que nous avons connues ces derniers mois ou ces dernières années, où la force de pouvoir capitaliste finalement arrase l'ensemble du paysage. C'est toi le prof d'histoire, mais je crois que c'est Maximilien Robespierre qui disait que le peuple français est l'un de ces peuples qui se lèvent pour chasser les tyrans, pas pour rentrer dans les boutiques des épiciers. Ben, les deux questions sont liées, mais c'est bien celle de la question démocratique, de la reconquête de sa propre souveraineté qui met les gens en mouvement, et c'est ça qu'il faut comprendre dans ce mouvement des Gilets jaunes pour arriver ensuite sur un débouché sur les questions sociales. Ouais, c'est clair. Je ne sais pas ce qui va se produire. Il est traversé, on le voit, par des crises de représentation, évidemment par des contradictions de fond. Mais moi, j'observe une chose, c'est son intelligence tactique à ce mouvement. Il fait une sacrée leçon, il donne une sacrée leçon à beaucoup d'organisations dans sa capacité, par son caractère diffus, je crois que c'est ça sa grande nouveauté, à mettre en difficulté le système auquel il fait face. De ce point de vue-là, on a en tout cas à apprendre beaucoup, à écouter. Je crois qu'il faut retourner dans ces mobilisations. Il y en aura très certainement, en tout cas je l'espère, dans les jours qui viennent. Il faut y être, il faut entendre. Et peut-être qu'on a un rôle très modeste et très prudent à y jouer, parce que on a été marqué par ça. C'est un défilé qui souvent est silencieux. Et peut-être qu'on peut y dire quelques mots, peut-être qu'on peut, ce mot d'ordre d'ISF d'abord, qu'on peut l'y faire apparaître, et peut-être qu'il peut s'y propager, en étant bien sûr à sa place, celle de Gilets jaunes parmi les Gilets jaunes. Très bien. Bon, alors ce week-end, il y avait les Gilets jaunes le samedi, et le dimanche, il y avait une élection partielle dans l'Essonne, Évry-Corbeil, dont on pouvait penser, en tout cas c'était le deuxième tour, qu'elle pouvait être impactée justement par ce climat social et démocratique que nous connaissions. Bon, d'une certaine façon raté, puisque c'est le candidat du pouvoir en place, des pouvoirs en place, du pouvoir actuel, mais des pouvoirs passés, tout ça c'est la même clique. C'est ce pouvoir-là qui l'a emporté, et cette fois qu'il l'a emporté largement. C'est une circonscription dans laquelle Manuel Valls avait battu la candidate de la France Insoumise la dernière fois de quelques voix, paraît-il, lors du deuxième tour, et cette fois on est quasiment dans un rapport 60-40 au deuxième tour. Il y a sans doute pas mal d'enseignements aussi à tirer de cette élection. Ouais, c'est certain. Bon, salut aux camarades qui se sont très valeureusement battus, à Farida Amrani, à son suppléant Ulysse Rabaté, à toute l'équipe qui les a entourés. Mais c'est vrai qu'il faut regarder les choses dans leur réalité. Alors, il y a plusieurs explications possibles. La première, elle se focalise sur la question de l'abstention, qui est toujours aussi difficile, même plus difficile encore, à faire reculer. Et de ce fait, il faut trouver des moyens sans doute différents de ceux qu'on a mobilisés. Je le dis avec beaucoup de modestie, j'ai pas la solution là, moi, aujourd'hui, pour la contrebattre, mais la contrebattre, cette abstention, c'est sans doute peut-être gagner parfois en cohérence du point de vue de l'orientation, et peut-être adresser un message qui est plus régulier à ceux qui s'intéressent à ce que la France Insoumise propose, parce que dans le cas contraire, peut-être qu'on peut désarçonner. D'ailleurs, on a sans doute désarçonné, parce qu'entre le premier et le deuxième tour, on n'a pas retrouvé tous les électeurs insoumis du premier tour. En tout cas, oui, on doit donner des gages dans la continuité et sur le temps long, parce que sinon les gens ne viennent pas plus que pour les autres, ne nous font pas plus confiance qu'aux autres. Moi, je serais tenté de dire d'une certaine façon que à partir du moment où cette élection a eu lieu dans un moment dégagiste, nous sommes dans un moment dégagiste, elle a dégagé tout le monde. La France Insoumise aussi, d'une certaine façon, puisque nous nous retrouvons entre le premier tour de juin 2017 et le premier tour de novembre 2018, que 46% des voix, soit même moins en proportion que ce qu'a été la participation d'une élection sur l'autre. Donc il faut sans doute de la cohérence pour ne pas participer de celles et ceux qui sont emportés par cette vague dégagiste. Et puis on peut constater également que sur le passage au deuxième tour, il y a eu beaucoup de pertes en ligne. Je crois qu'on ne fait que 38% des voix par rapport au deuxième tour de juin 2017 à l'occasion de cette partielle. On fait tout juste 4500 voix, je crois, là où on en faisait plus de 11 000 la dernière fois. Autrement dit, la démonstration est faite aussi que la stratégie qui a été adoptée dans l'entre-deux tours, mais sans doute qui a été une stratégie qui a été ressentie comme telle pendant des semaines ou des mois, parce qu'on a senti que la France Insoumise hésitait entre une stratégie ou l'autre, eh bien, cette stratégie du rassemblement de la gauche, telle qu'elle a été portée explicitement pendant le deuxième tour de cette élection législative, ne permettait pas de fédérer, et même d'une certaine façon faisait fuir les électeurs. Enfin, voit quand même qu'il y avait moins de voix pour la candidate de la France Insoumise au deuxième tour de novembre 2018 que de voix qui sont portées sur elle au premier tour de juin 2017.
Ouais, et ça, il est clair que cette situation, elle ne peut pas s'expliquer uniquement par les conditions de la campagne dans l'Essonne. Je pense que c'est plus largement qu'on a posé question à certains de ceux qui se sont reconnus et qui massivement avaient convergé derrière le bulletin de vote France Insoumise dans une séquence précédente. Ça, c'est pour nous, je pense, un message important et il faut redresser sans doute, pas la barre, mais en tout cas, garder de la constance. Parce que tous les enseignements doivent être tirés de cette élection. C'est ça, tous les enseignements, et tu l'as dit, on est dans un moment dégagiste, et je crois qu'un des enseignements principaux tient dans la nécessité à toujours marquer notre extériorité à un paysage, à un monde qui est massivement rejeté. Choix l'incarner à la perfection, le candidat qui faisait face à Farida, parce qu'il était issu du Parti Socialiste, même ancien communiste, soutenu par des maires de droite et investi par LREM. Il était le système. Comment le système peut-il l'emporter dans une partielle en plein milieu d'un épisode comme celui des Gilets jaunes? Ça, voilà, c'est une question à laquelle on commence très modestement et tranquillement à répondre, mais voilà, il y a des vraies conclusions à tirer de tout ça. Voilà. Bon, on a fait un petit peu le tour. Ouais, on a fait le tour. François, je dois quand même te poser une question, parce que j'ai appris tout à l'heure que tu avais été éliminé de la liste de la France Insoumise aux Européennes. Tu étais candidat sur cette liste et tu ne l'es plus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé, François ? Ah oui, il paraît. Il paraît effectivement, je suis un peu en peine de t'en dire beaucoup plus, moi aussi j'ai appris lundi soir que j'étais retiré de cette liste, pour des raisons qui m'échappent un petit peu. Je trouve ça un petit peu surprenant parce qu'au moment justement où il semblerait que les enseignements que tire la France Insoumise de l'élection d'Evry soit qu'il faut revenir à une ligne populiste et une ligne dégagiste, eh bien ça y est, je me retrouvais à nouveau finalement d'une certaine façon en adéquation avec la ligne de la France Insoumise, celle que moi je n'ai jamais quittée. Bon, c'est le moment que certains ont choisi pour des raisons qui m'échappent pour me mettre en dehors. J'en prends acte, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de continuer. Non, ça pose question. Voilà. En tout cas, une chose est sûre pour nous, c'est qu'on se retrouve bientôt pour un numéro 4. On laisse aux uns et aux autres le soin de poursuivre le travail de liste. Ça semble être un travail compliqué. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle discussion. À bientôt, salut!